Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les Corbières près du petit village de la Grasse. Vous le voyez, c'est magnifique, c'est un des plus beaux villages de France. Et dans ce village, il y a un centre culturel qui s'appelle les Arts de Lire et qui crée beaucoup d'événements autour du livre et de la littérature. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le vélo? Eh bien, tout ce week-end, ils ont créé un événement qui s'appelle Prendre la route et qui mélange vélo, littérature, théâtre, musique. Donc à cette occasion, je vais rencontrer l'écrivain Olivier Aralambon. C'est un ancien cycliste et il a écrit de nombreux livres qui tournent autour du vélo. Donc tout de suite, c'est l'interview vintage avec Olivier Aralambon. Oui, mon premier vélo, je me souviens très bien. Mon premier vélo avec un guidon recourbé, en tout cas, mon premier vélo de course. C'était un Mercier de couleur orange avec 3 vitesses et les doubles leviers de frein, vous savez, les leviers au virage du cintre et qu'on pouvait aussi attraper par le haut. Là. Ouais. Avec une guidoline en tissu blanche, qui n'est pas restée blanche longtemps, mais qui m'avait ébloui quand le vélo était. C'était un soir de Noël, bien sûr. Le vélo est arrivé en cliquetant sur la moquette, là, comme ça. J'ai tombé en pamoison. Ma première course, elle a eu lieu, j'étais minime, donc j'avais 13 ans. C'était au mois de mars, c'était la première course de la saison. Je courais pour le club de Versailles, Versailles Sportif, et elle a eu lieu dans une zone industrielle à Maurepas, dans les Yvelines. C'était un circuit de 2 km ou 2 km et demi à faire 10 fois, il y avait 25 km, un truc comme ça, et je l'ai gagné. J'avais gagné j'avais aucun repère parce que je ne suis pas d'une famille de cyclistes. J'avais gagné une prime de 5 francs, donc j'avais vu que je pouvais faire des bons sprints. Et puis le dernier tour, j'ai décidé de jouer le tour pour le tout. Je me suis dit, j'ai rassemblé mon courage, je me suis dit, allez, maintenant, à fond et on verra bien. Et puis j'ai gagné. Mon héros de jeunesse, ça a été Bernard Hinault, que j'ai vu devenir champion du monde à Salanches, là, que j'ai vu dans ma télé, hein, avec mon père un dimanche et mon parrain peut-être. Et voilà, j'étais très fan du blaireau, j'aimais bien son caractère de têtu, de dur à cuire. Et puis j'avais il y en avait d'autres, mais j'avais plein de photos, plein de posters au mur de ma chambre. Et je suis même allé, alors moi jeune, bon, je perds pas trop mes cheveux, je peux pas me plaindre, mais j'en avais encore plus et j'avais les cheveux plantés très droits comme ça et très bas sur le front. Et pour ressembler à Bernard Hinault, je les rasais un peu là, quoi. Je le ferai plus. J'ai couru jusqu'au niveau première catégorie amateur. Voilà. À la fin, ça s'appelait, parce qu'il y a eu des réformes de licence, ça s'appelait Élite 2, Élite 3. Et puis, mais j'ai longtemps été, on disait première caté. Voilà. J'étais un coureur amateur bon moyen, quoi. Elle s'est faite un peu par la force des choses et aussi par chance. La reconversion, quand on a passé longtemps à faire à peu de choses près du vélo à plein temps, hein, parce que il y a aussi des petits boulots l'hiver, tout ça. Quand on a plaqué ses études pour une carrière cycliste qui n'a pas eu lieu, tout ça, c'est un peu, personne ne vous attend nulle part. Et la reconversion, j'ai commencé à écrire tout ce que je connaissais en fait. Ma seule compétence, c'était le cyclisme, celle-là, moi, je l'avais. Et puis, je pouvais écrire à peu près français, donc j'ai commencé à faire des piges dans des magazines spécialisés qui cherchaient à savoir quel était le meilleur vélo, si c'était l'acier, l'alu, le carbone. Voilà, j'ai commencé comme ça, à me reconvertir dans la presse magazine. Oh, c'est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, on m'y a incité. C'est un écrivain, Bernard Chambaz, qui est cycliste lui-même et qui fréquentait la rédaction du magazine pour lequel je travaillais à ce moment-là, qu'on voyait passer de temps à autre.
et avec qui je bavardais en roulant, et qui m'a dit « mais tu devrais écrire un livre sur Frank Van Den Broek, il y a quelque chose à faire ». Et c'est comme ça que je l'ai proposé, que Chambaz m'a présenté d'ailleurs l'éditrice avec qui je travaille encore aujourd'hui, Amélie Petit, qui est la directrice des éditions Premier Parallèle, qui l'est devenue. Fait miroir, il faut bien le dire, à pas mal de mes obsessions, ce rapport à l'excès et puis ce caractère au fond, ces champions qu'on voudrait toujours affirmatifs, souriants, sachant où ils vont, ayant des objectifs, etc. Je crois aussi qu'on peut arriver dans ce sport, qui est un sport particulièrement difficile, hein, ça c'est pas un secret. On peut y arriver, y incliner ou y être incité par des passions tristes, par la mélancolie, par le goût de souffrir, et aussi par des choses qu'on a le sentiment d'avoir à prouver à son entourage, à son père par exemple, c'était le cas pour Franck. Ouais. Et donc il cristallisait un peu comme ça, c'était en plus avec une dimension romanesque toute trouvée, et un romanesque et dramatique, hein, et tragique, parce que finalement on sait qu'il est mort jeune, plus ou moins directement de ses excès, et que c'est l'histoire d'un gâchis, mais qui m'a beaucoup ému. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis aussi parce que je l'avais un peu croisé, Franck, et qu'un de ses meilleurs amis est devenu un bon ami à moi, un coureur qui s'appelle Nico Matan, qui était coureur dans les mêmes années que lui, et qui était son camarade le plus proche à l'époque. Ouais. J'en parle, oui, parce que je veux dire, j'ai pas beaucoup de cyclistes, et particulièrement de ma génération, presque tous. La majorité des cyclistes se sont dopés, en conçoivent une certaine honte ou peut-être une difficulté à en parler, parce que bon, enfin, il se trouve que moi je me sens capable d'en parler, que j'ai pas de honte avec ça, j'ai pas de problèmes moraux. Et que ça fait partie des expériences les fortes de ma vie. Ça ne veut pas dire que c'était bien ou que j'ai bien fait, mais de fait c'est arrivé, c'est une expérience des limites, de la transgression. Et j'en ai tiré sans doute plein de leçons qui me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Une capacité à en parler à mes enfants aussi. Voilà, j'aurais toujours bien raconté ça, sans leur dire la drogue c'est mal, tu dois pas y toucher. Finalement c'est comme ça que ça marche le mieux, ils n'y touchent pas, quoi. J'espère que je saurai faire un peu d'autres choses, parce que j'ai l'impression d'en avoir fait un peu le tour quand même du point de vue littéraire. Néanmoins, j'ai pas de grandes prétentions, puis je crois que on n'a pas mille choses à dire en réalité. Donc moi j'essaie de quitter un peu le vélo, je travaille en ce moment à un autre texte il est fait mention du vélo au début d'ailleurs, mais c'est pas le sujet, mais ça tourne encore beaucoup autour du corps par exemple. On a ses obsessions et puis ses marottes peut-être. Voilà, mais j'ai plutôt envie de tourner la page et de garder... Je serai toujours cycliste, hein, néanmoins, mais il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent. Ouais. Oh, ni l'un ni l'autre, à vrai dire. De fait, cycliste, oui, romancier ou écrivain, comme on dit. À vrai dire, moi, oui, il faut bien appeler un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, comme disait l'autre, c'est aussi simple que ça. Mais j'ai pas de... J'en conçois aucun sentiment de grandeur ou quoi. J'ai l'impression de bricoler en fait un peu. J'aime les phrases, j'aime la langue, j'aime que ça sonne et que ça tombe bien. Et puis je crois que je suis plus fait pour le langage que pour les chiffres, et qu'il y a une façon d'approcher comme ça la vérité par approximation successive qui est possible avec la littérature et qui ne l'est pas avec les sciences. Mais bon, je dis ça aussi parce que je ne connais rien aux sciences. Mais ça m'intéresse, je bricole.
Ah, les oreillettes, c'est une autre histoire, parce que c'est pas... Alors, bon, déjà, les outils de mesure de la puissance, qui sont des outils de connaissance, en fait, je trouve que... Enfin, je trouve pas, c'est un fait, introduisent une médiation entre le coureur et son effort. C'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas directement, ça n'empêche peut-être pas, hein, mais de ce qu'il ressent, mais de ce qui est mesuré par la machine et du résultat objectif qui en ressort, et il gère son effort et sa course à partir de ce résultat. Mais c'est quand même lui encore qui gère son effort. L'oreillette, ce qui est un peu plus problématique, d'une part, on sait que ça rend les courses un peu plus prévisibles et un peu plus, il y a une sorte de mécanique de la stratégie qui s'installe comme ça, qui est un peu dommageable, sûrement pour la qualité du spectacle, pour le suspense, tout ça. Mais aussi, on a le sentiment que c'est quand même là que c'est plus le coureur qui conduit son effort. Bien sûr, tout le monde a toujours eu un rôle dans une équipe. On a un leader, on sait à peu près ce qu'on doit faire. Mais là, vraiment, d'être assis dans la voiture d'un directeur sportif et de voir sur une tablette que lui connaît l'emplacement exact de tous ses coureurs dans le peloton et les drives comme ça, c'est un peu problématique. On a l'impression que comme ça, d'un état-major, ouais, ça enlève un peu de poésie à l'histoire quand même. Mon prochain ouvrage va parler à partir de l'expérience d'un accident qui m'est arrivé à vélo d'ailleurs. Au début, je voulais parler comment vous dire, de la réappropriation du corps après un accident. Quand le corps ne fonctionne plus, il devient en partie une sorte d'objet qui ne vous appartient plus. Enfin, on a une jambe comme ça qui ne marche pas et qu'on traîne un peu comme un corps étranger. Et je voulais parler du processus de réappropriation du corps par la rééducation, par la récupération, voilà, et de ce statut ambivalent du corps qui est entre l'objet et l'intériorité, qui est à double face en fait. Et puis finalement, c'est devenu un texte autour du vieillissement. Alors pas de la vieillesse, mais du vieillissement, parce qu'il m'apparaît que on sait définir, on sait quand on est enfant et quand on est jeune, et puis on sait ce que c'est qu'être un vieux, mais entre les deux, on n'a pas d'âge. La majeure partie de la vie se passe dans dans une expérience du corps tel qu'il est transformé non seulement par le temps et par l'usure, mais par tous les accidents qu'on traverse, les accidents infimes même. Mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans. Donc j'ai écrit autour de ça un petit texte assez court qui devrait sortir en septembre. Voilà, donc je ne sais pas vous dire s'il sera bon. Merci beaucoup Olivier. C'est moi qui vous remercie.